sur cette table ronde dans le cadre du Business Startup Day au sein de la mêlée numérique. Donc on est sur la journée du mardi. On a eu le Meet the Big ce matin avec des pitchs de startups et de grands groupes. Et donc l'objectif de cette table ronde était de rebondir un petit peu sur ce sujet d'open innovation avec effectivement une petite phrase avec l'open innovation. Est-ce que il n'y a pas que des bonnes ou des mauvaises collaborations? Donc c'est un petit hommage effectivement à Astérix et à une réplique assez célèbre. Donc du coup, pour contextualiser un petit peu cette table ronde, l'Open Innovation est apparu un petit peu en même temps que la Startup Nation. Enfin, ça existait déjà avant, mais on en a fait la promotion en France il y a à peu près 5 ans. Et depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de retours d'expérience et de collaboration qui se sont passés entre des startups et des grands groupes. Et donc l'objectif était de faire une table ronde avec à la fois des startups et des grands groupes pour pouvoir avoir ces retours d'expérience et partager sur les bonnes pratiques. Donc on a une table ronde avec beaucoup de monde aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence à tous. Et donc l'objectif, ça va être de distribuer un petit peu la parole et de partager nos retours d'expérience sur les bonnes et les mauvaises collaborations qu'il y a pu avoir effectivement entre des startups et des grands groupes. Alors j'espère que dans la salle on a des startups et des grands groupes et des curieux qui viennent voir un petit peu comment ça se passe. Alors peut-être en introduction, et on va faire dans l'ordre un petit peu, mais est-ce que Nicolas tu peux te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais et expliquer dans quel contexte effectivement tu as pu déjà collaborer avec des startups. Bonjour à tous, donc Nicolas Andro, je suis responsable innovation chez Navblue, donc filiale d'Airbus, donc où on fait des solutions digitales de Flight Ops, Flight Operations en support aux compagnies et aux aéroports. Voilà, donc naturellement, dans ce cadre-là, on essaye de mettre en place des collaborations avec des partenaires et en particulier des startups. Et dans le passé, j'ai travaillé chez Airbus Stratégie où j'ai eu l'occasion aussi de participer à cette aventure, de faire travailler des grands groupes avec des petits acteurs innovants, rapides et agiles. Voilà, donc pas mal de choses à dire. Merci beaucoup. Omar Pierre, bonjour, je suis Omar Pierre Soubra, je viens du Colorado. Alors ça ne s'entend pas trop à mon accent, mais ça fait 16 ans que je suis au Colorado. Travaillé pour des grands groupes américains, français et du côté de la start-up aussi. Je me suis battu pendant des années pour faire travailler des grands groupes avec des start-up. Et c'est pas évident, on en parlera j'imagine dans la façon de bien faire et comment y aller. Et aujourd'hui, je suis conseiller, advisor pour beaucoup de jeunes startups à tout type de niveau, notamment au développement international, et justement comment collaborer, comment faire un impact avec les grands groupes. Donc on aura l'occasion d'échanger sur le sujet. Viviane, pareil. Bonjour, donc Viviane Rousselet. Moi, je travaille chez EasyMile depuis 2017. Donc EasyMile, c'est le véhicule autonome. Vous avez peut-être déjà pu le voir sur les allées Jules Guesde il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, on est à Loncopole. Donc EasyMile, c'est une start-up de 2014. Alors je ne sais pas si on peut toujours l'appeler une start-up, mais du coup, ce sera intéressant de pouvoir en discuter et nos collaborations aussi avec des start-up. Et merci d'être à Denver pour la filiale américaine. Voilà. Vous êtes un peu jugé parti, effectivement, parce que c'est une start-up qui est devenue presque un big. Qui aujourd'hui a 250 personnes. Donc... Exactement. Donc après, on ne parle pas de la définition d'une start-up aujourd'hui, mais effectivement. Pareil, Thomas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je suis Thomas Vinan. Ton micro ne marche pas. Alors, là, c'est mieux là. Alors, je suis Thomas Vinan, je suis le CEO de Geotrend. Donc, c'est une société qui développe un logiciel d'intelligence économique. Et mon parcours, c'est que j'ai fait une dizaine d'années chez Airbus Defence and Space, donc je connais très bien les grands groupes. J'ai une étape un peu transitoire où j'étais intrapreneur, donc ça permet aussi d'avoir une vision intermédiaire. Et aujourd'hui, je suis start-upper depuis 3 ans. Donc je vous ferai un retour d'expérience en fait sur des choses qu'on a pu tester, et j'espère donner quelques clés en fait aux startups qui sont là ou aux grands groupes pour réussir des collaborations. Et Frédéric. Bonjour, je suis Frédéric Malfilat, je suis le directeur de la région Occitanie pour Harmonie Mutuelle, groupe Vive. Alors nous, notre métier, c'est la partie assurantielle sur l'assurance à la personne, mais on a également une grande partie qui concerne toute la partie médico-sociale avec le groupe Vive. Donc le groupe Vive, c'est 40 000 salariés, Harmonie, c'est 5 000 salariés. Moi, de mon côté, je suis le directeur de la région Occitanie, c'est 400 salariés. Et on travaille avec des startups et on verra de quelle façon.
Très très bien. On va commencer par Omar Pierre qui vient de loin et qui va peut-être nous amener la culture américaine en introduction. Est-ce que tu pourrais nous parler, nous faire rêver un petit peu de collaborations que tu as pu voir et connues entre des grands groupes et des startups qui ont été vertueuses? Oui, alors la question, est-ce qu'il y a de mauvaises ou bonnes il n'y a pas de mauvaise ou bonne collaboration, est-ce qu'il n'y a que des collaborations médiocres? On va essayer de répondre à ça. La particularité quand on vit aux États-Unis, c'est que on peut ouvrir un peu toutes les portes à partir du moment où on a quelque chose qui est intéressant à raconter. Si on veut rencontrer Bill Gates, on peut rencontrer Bill Gates. Ça paraît fou, mais c'est la réalité que j'ai pu vivre au cours des 16 dernières années. C'est-à-dire que si j'ai besoin de rencontrer le patron d'Airbus, s'il était américain ou si c'était aux États-Unis, ça serait relativement facile pour moi si j'avais quelque chose à lui raconter avec un beau projet, des choses à raconter. Alors, il va me consacrer 2 minutes 30 et puis ça sera tout. Et après, on va le développer. Donc, ce côté, et comment on le fait? J'en ai parlé un petit peu ce matin dans les bigs. La partie la plus difficile, c'est d'avoir le contact, d'aller vers la personne. Et à partir de là, il faut comprendre qu'on fonctionne beaucoup par réseau. Alors ici en France, c'est beaucoup par réseau d'école. Moi, je me souviens quand j'étais gamin ici, on me demandait toujours « Mais t'as fait quelle école? Vous avez fait quelle école, monsieur ?» Et après, on ne parlait plus parce que j'avais pas fait la même école que le monsieur. Et puis la porte était fermée. C'était assez délicat. Et alors ça change aujourd'hui. Je dis pas que c'est comme ça encore aujourd'hui, mais c'est l'image qu'on en avait. Aux États-Unis, on m'a jamais demandé quel diplôme j'avais, quelle entreprise pour laquelle je travaillais. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est là la principale différence que j'ai pu noter entre une expérience ici en Europe et j'ai retravaillé après pour un grand groupe français. C'est pareil, c'est la même chose. C'est pas des questions qu'on pose naturellement. Pour ceux qui ont pu interagir un petit peu avec moi au déjeuner ou ce matin pendant les pauses, c'est vrai que je cherche tout de suite à savoir comment est-ce que je peux vous aider, comment est-ce que on peut développer les choses, et on donne beaucoup. Alors je dis pas que tous les Américains sont comme ça, c'est pas la réalité, mais c'est une vraie différence qu'on peut sentir dans la mentalité américaine, dans la façon de faire du business, pour plusieurs raisons. D'une, les enfants apprennent à pitcher dès la maternelle. Moi, le premier pitch que j'ai fait dans ma vie, c'était pour mon diplôme d'ingénieur, où je faisais mon rapport de stage pour avoir mon diplôme, et j'étais probablement le plus mauvais des personnes à présenter. J'avais pas de bagou, j'avais pas d'histoire à raconter, je montrais des chiffres et j'espérais juste un truc, c'était qu'on me dise bon, ok, ça va. Voilà, c'est tout. Et puis de toute façon, je savais que je l'avais puisque l'appréciation de mon maître de stage était bonne. Donc grosso modo, j'avais pas d'incentive. Moi, mes gamins, j'en ai 4 que je connais, on va le dire tout de suite. Salut chérie, t'es où la caméra? Dès la maternelle, ils viennent avec un jouet de la maison et ils présentent devant toute la classe pourquoi ils aiment ce jouet, qu'est-ce qu'ils font avec, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec ce jouet. Et c'est un vrai pitch devant toute la classe. Alors je ne dis pas qu'ils deviennent tous des start-upers, mais on leur apprend qu'ils soient dans une banlieue à Denver ou dans une grande école renommée privée ailleurs. Dès le début, on leur apprend à faire ça, toujours. Et après, on leur apprend à networker. On leur apprend à dire « Tiens, salut Viviane, salut, tu fais quoi toi ?» Ouais, moi c'est Omar. T'es chez EasyMal, super EasyMal, j'adore la navette, c'est top, Gilbert il va bien, il est cool. Par contre, pourquoi il vit à Singapour? Enfin, c'est relou quoi, parce qu'avec le décalage horaire. Donc, on apprend à être comme ça, à jumper d'une table à l'autre, à pas avoir peur d'y aller. Et ça aide beaucoup dans cette mentalité de je frappe à la porte parce que j'ai quelque chose où je pense que je peux vous aider. Et après, on peut se planter, on peut présenter un projet en tant que start-upper. Et être complètement à côté de la plaque. Et là, on apprend, on reprend, on a des mentors, on n'a pas peur de demander aux gens. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui ne réussissent pas, mais en tout cas, c'est une grosse différence que j'ai pu sentir entre la culture américaine de l'open innovation, c'est-à-dire qu'on y va. Ce n'était pas le cas il y a 16 ans. Il y a 16 ans, les grands groupes ne savaient pas ce que c'était l'intrapreneuriat, les entreprises, mais la culture fait que ça a été relativement facile après avoir convaincu pas mal de gens, mais de lancer cette collaboration, d'aller tester, même maintenant de monter des fonds d'investissement pour collaborer avec des startups, non pas juste faire des POC, des proof of concept, des preuves de, je ne sais pas comment on dit en français. Des prototypes. Des prototypes, voilà, merci. Mais aussi financer, aider la startup parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans le futur ensemble.
Très très bien. Revenons en force, mais j'ai compris un petit peu qu'effectivement, pour toi, la collaboration qui se passe mieux un petit peu aux États-Unis est due déjà à la prise de contact au départ, qui est peut-être un peu plus active et qui favorise effectivement peut-être les rencontres et les collaborations. On parle d'opportunité, c'est-à-dire Ouais. comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Alors, on va peut-être passer aussi dans la phase après de comment la collaboration se passe elle-même. Peut-être, Viviane, vu que tu es juste à côté, est-ce que tu aurais des retours d'expérience et des exemples de collaboration justement entre EasyMile et des startups ou entre EasyMile et des grands groupes à l'époque où vous étiez plus petit? Au début, oui, c'est vrai que heureusement, des fois, il y a des grands groupes pour nous accompagner, nous faire grandir aussi sur certains sujets. Et en même temps, c'est un partage parce que dans les startups, finalement, on a des contraintes qui sont beaucoup plus légères, on va dire. Qui nous permettent d'avoir aussi des équipes qui ont de la créativité, qui sont du coup peut-être un peu plus réactives sur certains sujets. Donc je pense notamment à des sujets comme la cybersécurité, qui est un sujet qui est relativement nouveau même pour les grands groupes. Et finalement, sur ce sujet-là, le grand groupe, ce qu'il va pouvoir nous apporter, c'est un peu de la méthodologie, du retour d'expérience, du process, de l'analyse de risque, toutes ces choses-là. Toute cette approche qui finalement chez nous va être beaucoup plus dans l'expertise technique et dans la recherche de solutions techniques et peut-être aussi plus réactif par rapport à un problème technique rencontré sur le terrain pour sa résolution. Voilà. Est-ce que Thomas, justement, tu confirmes? Est-ce que tu aurais des exemples de sujets que vous avez pu traiter? Oui, bien sûr. Alors je vais surtout parler de la signature de contrat parce que c'est ce qui intéresse aussi bien les startups qu'il y a aujourd'hui et les grands groupes, qui est le moment en fait où on se tape dans la main et après on travaille ensemble. Et la réussite du travail en fait va dépendre bien sûr du produit, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans cette partie-là, mais dans la phase amont. Je pense que ce qui est important en fait et le problème que rencontrent les startups et les grands groupes, c'est un problème de timing. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans la même échelle de temps. Et que la start-up en fait, qui a un produit et qui veut tout de suite le déployer, elle se dit bon, je vais voir un grand groupe et demain, en fait, après-demain, je peux signer, on peut travailler ensemble. Mais dans la réalité, ça ne marche pas tout à fait comme ça. C'est un cycle de décision qui est beaucoup plus long. Donc il faut en avoir conscience. Et quand on l'a intégré, en fait, on se dit faisons en fait cette collaboration. En fait, on va faire X réunions et on va pouvoir avancer. Le petit conseil que je vais pouvoir donner sur ça, en fait, ce que font pas beaucoup de startups, c'est de cadrer dès le départ cette relation. Donc on peut être transparent et on peut dire voilà, en fait, nous on travaille comme ça, donc on a besoin de 3 réunions. Les réunions, on va les faire une fois par mois. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? À la fin du 3e mois, en fait, on va définir ensemble d'un budget, on va définir ensemble d'une capacité de travailler ensemble. Et tout ce contrat-là, en fait, il est extrêmement clair entre les deux parties dès le départ. Et donc, alors, soit on tombe sur une personne qui a du temps à perdre, et là c'est dommage en fait si on ne l'a pas identifié, mais si c'est une personne qui est sincère et qui veut avancer, elle peut être d'accord avec ce planning ou pas. Et donc si elle n'est pas d'accord, elle va le challenger en se disant non mais moi Thomas, tu rêves, en fait en 3 mois c'est impossible, moi il me faut 6 mois. Donc très bien, on refait un planning sur 6 mois, on se met d'accord sur les jalons et sur ce qu'on attend en fait au bout de chaque jalon. Ça c'est intéressant en fait en termes de gestion du temps et de maximiser en fait la réussite qu'il peut y avoir entre la start-up et le grand groupe. Ce qui est également intéressant, c'est que avant tout, si on enlève l'histoire du grand groupe et de la start-up, c'est que ça reste une aventure humaine entre 2 personnes qui vont s'apprécier, qui vont vouloir travailler ensemble. Et là, je dirais que c'est du donnant-donnant. En fait, il faut que les deux aient quelque chose à gagner. Donc, il faut comprendre en fait ce que la personne en fait cherche en fait dans la start-up. Et donc, il y a bien sûr le produit, mais il y a aussi des raisons personnelles. Peut-être qu'elle a envie en fait de montrer à son entreprise qu'elle est capable d'amener de l'innovation. Peut-être qu'elle a envie également d'évoluer dans son entreprise et d'être le précurseur de cette solution qui va changer sa manière de travailler. C'est important pour elle. Et donc là, en fait, elle a quelque chose à gagner. Donc, si les 2 parties arrivent à identifier en fait quelle est l'équation gagnante-gagnante, ça favorise la possibilité de signer. Et le dernier conseil que je pourrais donner, alors je pourrais en donner d'autres au cours de la discussion, mais pas pour ne pas monopoliser toute la parole, soyez transparent. Je pense que la transparence en fait entre la start-up et le grand groupe c'est clé. Donc ne pas dire que ça marche ou ça que ça ne marche pas. Prenons un exemple. On est une start-up, on vient de créer la société. La société a peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et donc il faut être transparent avec le grand groupe. Voilà, aujourd'hui,
clairement, en fait, on va cette année signer 5 contrats. Pourquoi? Parce qu'on est une petite équipe et qu'on ne va pas pouvoir déployer 20 contrats, donc on va en faire 5. Ça, c'est clair et net, en fait. Donc, et on en a 3 qui sont en cours de discussion, un qui a été closé. Il reste 2 places. Et bien ça, en fait, c'est de la transparence qui montre que on ne va pas faire tout ce qu'on aimerait faire parce qu'on n'a pas la bande passante. Et le grand groupe, ça peut lui susciter de l'intérêt et de se dire, il reste 2 places. Alors, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que j'accélère aussi moi de mon côté parce que cette boîte-là m'intéresse vraiment et je veux bosser? Ou est-ce que tout bêtement je perds du temps et il n'y aura plus de place et peut-être que cette startup-là en fait ne bossera pas avec moi parce qu'elle n'a plus la bande passante? Et bien juste avec de la transparence, on change la manière de voir les choses et tout de suite il y a un intérêt des 2 côtés en fait pour pouvoir collaborer. J'ai bien aimé la remarque de l'équation, de résoudre l'équation entre le grand groupe et la start-up, parce que c'était la thématique de la keynote de ce matin de Ludwig Loman sur est-ce que la technologie résout l'équation de l'univers ou pas. Est-ce que, Frédéric, justement, en Mini-Mutuel, vous avez réussi à résoudre l'équation? Est-ce que vous avez pu collaborer déjà avec des start-up? En introduction, Thomas, on se présentait avec Thomas et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il me dit je suis une start-up, etc. Et je lui ai dit que je suis du groupe Vive. Et il me dit, j'ai approché le groupe Vive il y a je ne sais pas combien de quelques mois et ça passe pas trop vite. Il me dit, ouais c'est vrai, là, vous l'avez dit Thomas, la temporalité des grands groupes et des startups n'est probablement pas la même. Et alors est-ce que c'est une source d'échec ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que vous dans votre business model, cette notion de temporalité, elle est clé. Nous de notre côté, groupe Vive, on a la partie assurantielle et on a la partie médico-sociale, donc l'accès aux soins, on est un acteur de santé. Il y a une certitude, c'est que notre champ de compétences il est tellement large qu'on ne peut pas tout mener nous-mêmes et qu'on a besoin de s'associer avec des startups qui sont innovantes, agiles, intelligentes et qui vont plus vite que nous et qui nous poussent. Ça, c'est une certitude. Et certainement que l'équation, c'est comment on va arriver à résoudre cette notion de temporalité et de rentrer tout ça dans les bonnes cases. Mais dans l'équation, il y a un résultat qui est sûr, c'est oui, on a besoin des startups. Et nous, dans notre stratégie de développement du groupe Vive et pour Amundi Mutuel, c'est oui, on va se rapprocher également de start-up pour faire bouger des lignes. Parce que de toute façon, le digital, le numérique, dans nos métiers, le métier de l'assurance, il y a encore quelques temps, était peu digitalisé. C'est des métiers très traditionnels, sauf que tout bouge. L'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, les assurtech, font bouger les lignes. Il y a 2 solutions. Soit on se dit, non, c'est bon, nous, on est les premiers, on est champions du monde, pas de souci. Ou soit on se préoccupe de la chose parce que d'ici quelques temps, ce sera une véritable préoccupation. Et les acteurs qui peuvent nous aider à faire bouger ces lignes, à nous transformer et culturellement, vous parliez d'acculturation que vous avez connue aux États-Unis. Nous, de notre côté, on s'acculture aussi à tout ce qui est digital, numérique. Pour ça, on a monté des équipes de ce qu'on appelle des digital relais qui sont là pour porter la bonne parole de la digitalisation, du numérique, des startups, tout cet environnement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des collaborateurs qui sont ici pour écouter, pour s'imprégner, pour s'acculturer à ce monde-là qui va nous impacter. Et voilà, donc il y a plusieurs crescendo. C'est déjà acculturer les équipes, acculturer les managers à toutes ces transformations que l'on vit, parce que c'est pas notre pour nous, et au fur et à mesure s'imprégner de la culture des startups. Et si vous deviez donner un exemple, par exemple, de startup avec qui vous avez collaboré, parce que du coup, parfois, on a peut-être du mal à vous imaginer en tant que mutuelle, quelle typologie de startup vous intéresse et avec qui vous avez pu travailler? Je vais vous donner deux exemples concrets. On travaille beaucoup avec les entreprises sur la partie assurantielle, la partie mutuelle, prévoyance, prévention, l'assurance de personnes. Les grosses tendances, c'est les gros questionnements, c'est comment on arrive à maîtriser le risque, comment en gros on rend en meilleure santé les salariés de nos entreprises adhérentes en fait. Comme ça ils dépenseront moins, c'est vertueux tout ça. Et en gros on accompagne les DRH dans toute leur transformation qu'ils vivent aujourd'hui, parce qu'une entreprise aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 2-3 ans en fait, et le Covid a beaucoup accéléré les choses. Et donc les DRH se posent la question comment limiter l'absentéisme dans mon entreprise, comment avoir des salariés plus engagés, comment améliorer l'image de mon image employeur, comment mettre du sens dans tout ça. Et c'est tellement multifactoriel, parce que ça touche et la vie privée d'un salarié, mais aussi la vie professionnelle, que le DRH, il est un peu bras ballants devant le constat. Il ne sait pas trop par quel bout le prendre. Du coup, on a voulu développer un outil qui permet d'avoir un diagnostic précis sur la vie d'un salarié, sa vie privée, tout ce qui impacte sa vie privée. Ça peut être la famille, ça peut être l'alimentation, le sport, son état financier, son état de santé en général.
et également une analyse sur son impact professionnel, son rapport au management, son rapport au sens à l'entreprise, le lien qu'il avait avec les managers, tout ce qui fait la vie d'un salarié lorsqu'il vient travailler, vie pro et vie personnelle. Mais les DRH, face à tous ces multifacteurs, ne savent pas comment s'approprier. Du coup, on a voulu développer un outil de diagnostic qui permette d'avoir une photographie précise, synthétique et concrète du bilan individuel des salariés et collectif pour l'entreprise. Mais nous, on ne savait pas faire, parce que ça nécessite une vraie ingénierie derrière. Du coup, on ne s'est pas rapproché. Là, sur le coup, c'est une start-up qui est venue vers nous, une spin-off qui est en lien avec l'université de Louvain, en Belgique, une start-up belge sur le coup, qui a racheté la technologie et le résultat d'années d'études de recherche sur la science sociale. Donc ils ont racheté leur étude, en gros, ils ont algorithmé tout ceci et ils ont vendu et commercialisé un produit qui nous permet d'avoir un diagnostic exclusif, très précis, scientifique, à destination de nos DRH d'entreprise. Et c'est un outil qui marche super bien. Et on a une très bonne réactivité pour ajuster les paramètres avec la start-up en question. Donc c'est un exemple de relation très concrète et concluante avec une start-up. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, Nicolas, justement, chez NavBlue, est-ce que vous avez aussi collaboré avec des startups? Je sais que vous êtes pas mal inspiré de cette culture startup aussi en interne. Est-ce qu'on pourra avoir votre tour? Alors, effectivement, l'aspect culture est très important et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites jusqu'à maintenant qui mettent l'accent sur la différence de culture entre un petit groupe et un grand groupe et le fait de pitcher, d'expérimenter, la différence de timing fait que souvent il y a la rencontre des cultures. Alors c'est vrai que moi je dois avouer que on a passé beaucoup de temps à essayer de travailler avec des startups. Je vais être assez honnête, c'est pas tout le temps facile, loin de là. Néanmoins, on a des cas où on y est arrivé et en général c'était sur des sujets bien ciblés, donc pour du training, en particulier avec une société que tu connais bien, Bastien, avec Guti, pour rechercher des compétences bien précises. Que ce soit voilà, des facilitateurs très spécifiques ou des designers ayant vraiment des compétences rares. Donc on a, par exemple, on travaille très très bien avec une société qui s'appelle Keyclocks. Voilà. Donc voilà, on a quelques succès comme ça qui nous aident vraiment au quotidien. Et je considère que ça nous apporte vraiment quelque chose de plus. On a travaillé par exemple avec le fondateur de Demooz pour travailler sur des business models qu'on ne connaît pas du tout, les modèles communautaires. Bon, depuis, on a un petit peu appris, mais à chaque fois, ça nous a ouvert l'esprit et justement, ça nous a vraiment apporté quelque chose d'un point de vue culture. Donc c'est pour ça, à la question, est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises collaborations, au moins d'un point de vue culture, il n'y en a pas de mauvaises parce qu'à chaque fois, on en retient quelque chose au niveau culturel qui est bénéfique, je pense, pour les deux parties et ça fait beaucoup évoluer les personnes qui sont en contact avec ces startups. Donc à ce titre-là, je pense que vraiment, il y a tout à gagner. Voilà. Encore faut-il que l'entreprise soit prête à reconnaître ces aspects culturels qui ne sont pas tout le temps tangibles, loin de là. Donc, voilà, donc ça dépend après ce qu'on recherche, évidemment. Donc oui, pour répondre à ta question succinctement, on a quelques cas qui sont encourageants, et après j'aurai d'autres choses à dire pour essayer d'aller plus loin. Omar Pierre, je vois que vous acquiescez en entendant Nicolas. C'est bizarre, parce qu'aux États-Unis, la culture start-up, elle est omniprésente, quoi. Bah, elle est omniprésente, mais en même temps, le Solex, son Solex électrique. Dépêchez-vous, mademoiselle. Pour les personnes qui sont en live, Solex, on a eu une interruption parce que la personne qui a son Solex doit aller le décrocher. Apparemment, il est au mauvais endroit. J'ai réfléchi où j'avais laissé les miens. Alors, oui, c'est vrai que la culture de la start-up, elle est présente, mais elle est ancrée. Et quand on va, par exemple, au salon de l'électronique à Las Vegas au mois de janvier, là, au CES, on a plus l'impression que les Français sont plus en avance sur la start-up. Parce qu'avec la Startup Nation, la French Tech, on avait ce matin la directrice... La French Tech est partenaire de toute la journée, exactement, partenaire de cette table ronde également. Et il y a une omniprésence, en tout cas de l'étranger, qui est vue et perçue comme étant cette société d'innovation. Tous les organismes français, que ce soit Invest in France, Business France, etc., communiquent énormément là-dessus. Donc, de l'extérieur,
on a l'impression que la France est très très en avance, et c'est le cas, hein. On développe aujourd'hui, on parle de Startup Nation, on a un président qui booste beaucoup pour cette notion. Ils veulent faire au niveau européen, donc ça c'est très bien aussi. Maintenant, c'est pas ancré encore chez les grands groupes. Il y a pas, on le voit. Il y a cette peur de la collaboration, c'est ce que j'ai pu voir avec un grand groupe du bricolage que je nommerai pas, mais c'est des copains, ils se reconnaîtront. S'investir avec des startups, c'est bien pour l'image. On sait qu'on a besoin de travailler avec eux. On trouve des projets pour essayer de faire des choses qui peuvent être très ciblées, hein, comme tu disais très bien. Et la difficulté, c'est que c'est la pérennité de la chose. C'est-à-dire qu'une start-up, il y a tellement de risques aux yeux d'un grand groupe qu'elle disparaisse d'ici 3 mois ou 6 mois, qu'on peut faire que des prototypes. C'est un peu la peur qu'il y a là. Et ça, aux États-Unis, c'est un peu différent parce que, en tout cas pour les grands groupes, c'est que en plus de faire des prototypes, ils investissent dans la société. C'est-à-dire qu'ils vont mettre un ticket, ils ont un fonds d'investissement. Une des sociétés pour laquelle je travaillais avant, qui s'appelle Trimble, vient d'annoncer un fonds de 200 millions de dollars pour investir, on dirait un Québécois qui parle avec son dollar, et qui va investir dans les sociétés avec qui ils vont travailler sur le terrain. Et ça, j'ai pas encore vu ça en France. Il y a des fonds d'innovation, mais souvent, ils investissent dans des startups à l'étranger. Alors, c'est encore plus bizarre parce que pourquoi? Alors, parce que en plus de l'appropriation de la culture, il y a l'appropriation d'un nouveau marché, de quelque chose. On a l'impression que c'est plus innovant parce que c'est à San Francisco et c'est super cool. Il y a plein de choses là-bas, mais les startups enfin, je sais pas, tu me diras, est-ce qu'il y a des grands groupes qui ont déjà investi dans GeoTrend au cours d'un POC en disant c'est super, on croit dans le projet. Alors ça, c'est déjà une très bonne étape, mais en plus, on va mettre un ticket de 5 millions d'euros pour pérenniser la start-up et puis se donner une petite option, parce que si ça marche bien, on va peut-être l'acheter. Voilà. Et puis si ça marche pas, on retirera nos billes, c'est pas grave, c'est un fonds pour supporter et aider. Et ça, je l'ai pas encore vu ici. Je pense que c'est un gros point manquant dans les stratégies et le jour où ça se fera, il y a un vrai déblocage du développement de la relation entre les startups et les grands groupes. Alors, les choses évoluent, hein, pour défendre quand même notre écosystème français. Il y a de plus en plus de fonds d'investissement en corporate, de corporate venture. Néanmoins, effectivement, il n'y a pas toujours les bonnes pratiques. J'ai entendu des témoignages de fonds qui ont investi dans des startups dans lesquelles la société n'est pas client en fait de la startup, et inversement, parfois des sociétés qui sont dépendantes d'une solution dans lequel ils n'ont pas investi. Donc effectivement, il y a encore des progrès à faire, mais en tout cas, les choses vont dans cette direction. Est-ce que Viviane, justement, vous avez su garder cette culture start-up? Est-ce que vous-même, vous avez eu des témoignages et des investissements de partenaires du début? Alors, vous avez beaucoup travaillé avec les collectivités aussi, avec les structures publiques. Alors, c'est peut-être une spécificité aussi de votre activité. Ouais. On a nos investisseurs historiques sont des grands groupes, hein, quand même. Donc, c'est vrai que derrière ça, il y avait cette volonté de voir évoluer la technologie vers ce qui pourrait devenir un produit. Et ça, c'était tiré aussi par cet investissement-là. C'est tiré par nos clients aussi, parce que nos premiers clients, ça a été les collectivités, les opérateurs de transport, qui voulaient faire des essais de véhicules autonomes et voir où serait l'avenir du véhicule autonome. Donc aujourd'hui, on est dans une phase un peu entre les deux, en train de se demander est-ce que l'avenir c'est demain ou est-ce que c'est dans 10 ans, sur le déplacement de personnes notamment. Le véhicule autonome, il peut aussi être sur des marchés un peu plus industriels, et là, l'avenir c'est maintenant. Mais du coup, la culture start-up, de vos témoignages juste avant, finalement, je trouve que ce qui va pousser un grand groupe à collaborer avec une start-up, c'est aussi individuellement les convictions des personnes qui travaillent et qui ont les moyens de pousser ce type de partenariat. Parce que finalement, c'est prendre des risques de travailler avec une start-up, mais c'est aussi prendre le risque de réussir quelque chose d'innovant. Donc, ça se mesure en fonction des moyens qu'on a aussi. Quand on est un grand groupe, on a plus de moyens pour prendre ce risque-là, financièrement parlant. Quand on est plus petit, des fois, on n'a pas le choix aussi. Il faut dire qu'il y a certaines technos
qui ne sont portés que par des startups. Quand on cherche quelque chose de vraiment très innovant où la technologie n'est pas mature, en général, c'est les startups qui vont nous aider à accéder à cette technologie-là. Oui, Pierre. Ouais, j'ai juste un commentaire que je rebondis sur Viviane. C'est vrai, il y a trouver avec les bonnes personnes. Il y a un facteur qui est très important dans les grands groupes, surtout quand on est dans la tech. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grands groupes qui ne sont pas dans la tech. Hein. Dans les mutuelles, assurance ou santé, on fait de la technologie aussi. C'est le fait d'inventer en interne. Il y a une énorme concurrence des groupes d'ingénierie interne qui veulent travailler sur des projets fun, qui veulent travailler sur des projets innovants. Et donc, ça crée des tensions avec ces départements-là, où on va leur demander plutôt de travailler sur les produits traditionnels et le développement. Hein, on va travailler sur les moteurs, on va travailler... Ah, puis ouais, mais il y a Dudul, il s'occupe du super truc super sympa, là, avec les drones qui volent, etc. Pourquoi vous ne faites pas ça en interne? Et donc, il y a une guéguerre, on va parler d'autonomie. Hein, je travaille pour des groupes où le mot du jour, c'était autonomie. Et d'un seul coup, tous les sites de production, tous les sites de recherche faisaient de l'autonomie. Et c'était, ouais, mais nous, on est les meilleurs. Regardez, ils ont toujours un petit projet qui sort de la poche, où ils ont mis 3 internes, enfin 3 personnes en stage pour développer un truc. Et il y a une guéguerre sur laquelle il faut se battre. Et c'est une guéguerre normale, puisque pourquoi est-ce que ça serait des ingés extérieurs qui viendraient travailler sur des projets super cool? Donc c'est à la fois des personnes, et il faut se rendre bien compte qu'on vient mettre des choses en concurrence sur des gens qui ont aussi envie de s'amuser. Si on ne s'amuse pas au travail, on ne va plus travailler. Donc c'est un point que je voulais préciser là-dessus. Non mais tout à fait, ouais. Donc c'est extrêmement intéressant. On va switcher un petit peu peut-être sur la partie aussi retour d'expérience de collaboration un petit peu peut-être plus complexe. Est-ce que, je sais que Thomas, vous allez bien au-delà d'époques, hein, on disait parfois ça se limite à d'époques. Est-ce que justement il y a des retours d'expérience aussi de choses qu'on pu faire effectivement que les collaborations étaient un petit peu plus difficiles justement avec certains groupes? Je sais que vous travaillez avec quasiment une grosse partie du CAC 40, alors que c'est une start-up, vous n'existez pas depuis des années. Il y a eu forcément des collaborations un peu plus difficiles, certaines que d'autres. Alors je vais déjà juste répondre à la question de Pierre. Alors il y a toujours le choix en fait. Est-ce que on prend un corporate en fait au board en fait de la startup? Et c'est une vraie question, qui est utile de se poser. Il y a aussi toujours la question de l'éthique. Voilà, en fait, elle investit. Est-ce que ça veut dire qu'obligatoirement, en fait, elle doit bosser avec nous? Est-ce que la concurrence n'a plus le droit de bosser avec elle? Donc, je pense qu'en France, en fait, c'est un vrai sujet de se dire, j'investis dedans et du coup, est-ce que le marché reste ouvert ou pas? Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, alors nous, on est sur un marché qui est un petit peu différent, qui est celui de la stratégie. Donc on fait de la prospective avec nos clients, on regarde en fait Airbus DS par exemple en 2030, en 2050, c'est quoi les pistes en fait de technologies innovantes dans lesquelles ils pourront aller. Donc des sujets très sensibles. Et donc, si on avait Airbus au capital de l'entreprise, tous les petits copains qui sont Thales, Safran, etc., est-ce qu'ils auraient envie, en fait, d'un seul coup, de confier, on va dire, leur recherche stratégique à une société qui aurait un tel acteur au capital? Donc, je pense qu'il faut faire un peu attention à ça, et je pense qu'il y a des grands avantages à l'avoir, mais il y a aussi le revers de médaille qui peut fermer, en fait, un certain nombre de portes si on fait ce choix. En tout cas, c'est une question qu'on a eue en fait. Tous les grands groupes avec qui on a travaillé nous ont systématiquement demandé si on avait tel ou tel grand groupe dans notre capital. Et si on les avait, c'était un no-go immédiat en fait pour collaborer. Ça, c'était sûr, parce qu'ils voulaient pas en fait partager en tout cas leur réflexion stratégique avec leurs concurrents. Alors sur la collaboration, c'est déjà une première question, une première réponse à ma question, c'est qu'effectivement parfois il peut y avoir des conflits d'intérêts entre les différents clients, quoi. Ça peut compliquer un petit peu les collaborations, quoi. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est important à prendre en considération, et le marché français étant moins grand que le marché américain, forcément on se dit avec quel cheval en fait on veut avancer, et forcément c'est un choix en fait à faire. Le conseil que je pourrais donner, en fait, c'est que plus le contrat, plus le budget, plus le montant est petit, et souvent ce qu'on demande en fait aux startups, les grands groupes, ça va être en fait là c'est un petit peu cher, est-ce qu'on peut pas réduire les coûts, diviser par 2 ou faire un POC gratuit, voilà.
plein de choses comme ça en fait qu'on imagine en se disant c'est une start-up, elles peuvent le faire. Elles peuvent travailler le week-end, elles peuvent travailler le soir, ils sont hyper agiles, donc ils vont faire un truc. Et bien ça c'est le mauvais choix parce que c'est souvent source d'échecs. Alors pour un peu relativiser, en fait, il n'y a pas vraiment d'échec parce qu'on apprend tous, mais si l'objectif était de signer et de pas seulement faire un POC, mais de développer la solution au sein de l'entreprise et que ça devienne vraiment quelque chose qui soit adopté et que ça devienne récurrent et que ça se développe, on veut tout faire pour que le premier contrat soit une vraie réussite. Et ben le premier échec, et nous aussi en fait on est passé par là, c'est que si on fait quelque chose de gratuit, si on fait quelque chose avec peu de budget, forcément en fait on va mettre peu de moyens. Et si on met peu de moyens, le grand groupe qui lui a l'habitude de traiter avec d'autres grands groupes, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de documentation. Ça en fait avec le budget minimum, ça va être compliqué en fait à l'assumer. Donc on sait déjà en fait qu'on va partir dans une relation perdante entre le grand groupe et la start-up. Alors après, en fait, on aimerait tous se dire, bon, c'est pas grave, en fait, moi je vais faire un devis à 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros, 500 000 euros, et je vais mettre tout ça dedans. Sauf que le grand groupe va lui dire, mais non, en fait, moi je peux pas représenter 95% de ton chiffre d'affaires, c'est pas normal. Donc je peux pas te faire un contrat avec autant de financement. Et donc là, il y a un problème en fait d'échange entre le grand groupe qui a ses besoins et qui a ses habitudes, et la start-up qui dit moi j'ai besoin en fait de financement si tu veux que le projet réussisse. La clé qu'on peut trouver en fait dans ces dialogues, et ce qu'ont l'habitude de faire les grands groupes, c'est plutôt de proposer des lots, de se dire bon, le projet global c'est peut-être un projet à 100 000 euros par exemple, mais on va commencer sur une partie du projet qui va être à 10 000 euros. 10 000 euros est acceptable pour un grand groupe. Nous, en tant que start-up, en fait, on peut commencer à faire des choses. Au bout de la première étape, du premier lot, en fait, on va faire un jalon et on va se mettre d'accord sur les objectifs. Si elles sont atteintes, en fait, on va continuer. Et d'ailleurs, tu as toi-même planifié ce budget de 100 000 euros. Donc, si tout est bon, on va continuer et on va débloquer un lot numéro 2, un lot numéro 3 et pouvoir commencer comme ça à bien collaborer. Ça, c'est l'une des clés, en fait, quand on veut être sur un contrat qui permettra, en fait, aux deux de pouvoir gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que si on est sur un budget trop petit ou sur un POC gratuit, les chances de réussite sont assez faibles. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair. Est-ce que Frédéric, de votre côté, vous avez des retours aussi de collaboration qui ont été peut-être un peu plus complexes? Est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner justement aux startups qui voudraient collaborer avec le groupe Vive? Oui, bon, je dois avoir ça. Sur le groupe Vive, alors... Des situations complexes, je n'ai pas comme ça intuitivement qui me montrent. Par contre, je peux vous témoigner d'expérience d'appel d'offres. Comment nous, chez Vive, sur le coup, on gère les appels d'offres en lien avec les startups. En fait, on a monté en 2019, on a voulu mettre en activité physique nos salariés, nos collaborateurs, en fait, parce qu'on est un acteur de santé. On se dit le sport pour nos salariés, l'activité physique pour nos salariés, c'est bon pour leur santé, etc., etc. Ok. Mais une fois qu'on s'est dit ça, il y a deux types de salariés. Il y a les salariés qui font déjà du sport, c'est pas compliqué de les mettre en mouvement, ils font du sport, pas de souci. Et les salariés, par contre, qui eux sont éloignés de l'activité physique, on s'est posé la question, mais comment faire pour les motiver à prendre les baskets, à faire une activité? Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Du coup, on s'est rapproché, on a monté un appel d'offres, en fait, on a rédigé un cahier des charges et on a lancé ça sur le marché. Et on a demandé à des startups de voir quelle était leur solution qui pouvait nous apporter pour mettre en activité nos salariés éloignés du sport ou d'une activité physique en fait. Donc nous avons élaboré un cahier des charges assez précis sur lequel le cœur du cahier des charges c'était mettre nos salariés en activité physique. Pas forcément faire du sport, mais en activité physique. Moi, j'ai un petit podomètre, là, quand je fais du télétravail, je fais 1000 pas par jour, grosso modo. La norme, c'est 6-7 000 pas. Et donc, pour nous, c'est en tant qu'employeur, on se dit, mais nos salariés qui font du télétravail, on a 70% d'emplois sédentaires, donc il faut les mettre en mouvement pour être en bonne santé. Et donc, le prérequis, c'était ça, mettre nos salariés en activité physique. On a lancé l'appel d'offres, il y avait plusieurs critères. Beaucoup de startups, d'entreprises, notamment des startups, entre autres, peu importe, ont répondu dans la réponse. Beaucoup étaient sur non pas mettre les salariés éloignés du sport, de l'activité physique, mais c'était plutôt, leur axe c'était dans nos équipes, nous avons des champions, anciens champions, etc. On va mettre aux salariés en situation de sport très actif. Du coup, ils ne répondaient pas au cahier des charges en fait. Et
une des clés, à mon avis, pour réussir dans les grands groupes, je crois que c'est la base du business en fait, au-delà des grands groupes ou petits groupes, c'est de bien écouter le besoin, d'être bien en accroche avec le besoin précis de l'entreprise. Et probablement, Thomas, vous en parliez, la relation humaine avec la personne que vous avez en face, à mon avis, elle est stratégique en fait. Et beaucoup d'entreprises qui ont répondu, beaucoup de startups, ont répondu à côté du cahier des charges. Et du coup, nous, on s'y retrouve absolument pas. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point qui fait que nous avons retenu une start-up qui s'appelle Sport Heroes. En fait, la solution, c'est une solution de sport connecté, de challenge sport connecté, qui a été un véritable succès en fait. Il y a énormément de salariés qui sont connectés. Et le deuxième point qui a fait la différence, c'est tout le système d'accompagnement que l'entreprise nous proposait. C'est une application informatique pour qu'on puisse se connecter, mais aussi un véritable accompagnement humain derrière. Et ça, pour nous, c'était vachement rassurant de se dire, OK, on met à disposition quelque chose pour nos salariés, une appli, c'est engageant, les 40 000 salariés en activité, mais pour autant, on a un accompagnement de cette start-up aux besoins. Et ça a été les éléments clés qui ont fait que Star Hero, notamment, a remporté ce marché. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que, Viviane, de la même façon, vous avez des recommandations, des retours d'expérience justement sur des collaborations peut-être un peu plus complexes, et peut-être vous avez trouvé des solutions justement pour fluidifier justement les relations? Je crois que ce qui vient d'être dit, c'est vrai que cette écoute du besoin, en fait, c'est le premier step. Mais finalement, c'est dans n'importe quel type de relation. Entre grands groupes, peu importe. Donc à partir du moment où on a eu la capacité d'écouter le besoin et de comprendre les contraintes et les enjeux de l'un et de l'autre, on devrait réussir à s'entendre et à avancer ensemble. Alors la spécificité de la start-up, c'est que peut-être que, comme c'est un environnement plus petit, on aura peut-être moins tendance à trouver les bons acteurs dans une start-up pour écouter le besoin, au-delà du besoin technique. Mais finalement, les contraintes d'une grosse entreprise ou d'un grand groupe, je pense notamment à ce qui a été dit sur la documentation, c'est pas, on va pas mettre nos forces vives sur la documentation dans une start-up à grosse expertise technique. Donc, du coup, ça veut dire au moment où on signe un contrat avec ce grand groupe qu'il va falloir qu'on prévoie dans nos équipes peut-être une embauche spécifique ou en tout cas qu'on prévoit vraiment ces phases de documentation qui semblent nécessaires au processus du grand groupe. Et si on n'est pas capable de le faire, il faut être capable de dire qu'on ne sera pas capable de le faire. Et finalement, c'est dans le recueil de besoins de la prestation, du produit, qu'on voit ça ensemble. Est-ce que, Nicolas, justement, je sais que vous êtes intervenu, pas personnellement, mais NavBlue ce matin à Meet the Big, vous avez pitché effectivement les opportunités de collaboration entre des startups et votre société. Quelles recommandations vous donneriez justement à une startup qui voudrait travailler avec NavBlue ou même avec Airbus, vous connaissez la maison hein. Alors c'est intéressant comme question parce que, effectivement, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des startups. Et pour moi, un grand point de progrès, c'est plutôt comment est-ce que le grand groupe doit être organisé pour travailler avec une start-up. Il y a une partie qui vient de la start-up, mais il y a une énorme partie qui vient de l'organisation interne du grand groupe. On parle de besoins, donc encore faut-il que le groupe explique bien quel est son besoin, et c'est pas tout le temps facile. Pour que la start-up puisse le comprendre, il faut qu'il y ait une gouvernance claire dans le grand groupe, avec des instances de décision, des sponsors, parce qu'on sait la difficulté d'amener ces sujets au-delà du POC. Moi, de mon expérience, je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là, du côté organisationnel, gouvernance, sponsorship, pour qu'à un moment donné, il y ait les bonnes étapes, et aussi que dès le début, il puisse y avoir un alignement clair sur la raison pour laquelle on travaille avec la start-up. Parce que si on travaille, des fois il y a des portes qui s'ouvrent, mais pour des bonnes raisons, mais ces raisons-là ne sont pas suffisantes pour aller au bout et pour aller vers l'industrialisation. Alors que si au tout début, il y a une réflexion sur la vision de comment est-ce qu'on va faire pour industrialiser, déjà on commence dès le début à lever les obstacles qui à un moment donné vont finir par arriver. Donc pour répondre à ta question, pour moi une grosse partie de ce qui peut être fait, c'est aussi et surtout dans l'organisation des groupes qui veulent travailler avec les startups, qui doivent faire l'objet d'une vraie réflexion, d'une vraie volonté, et souvent au plus haut niveau.
Oui, l'industrialisation est souvent problématique, quelles que soient les sociétés, effectivement, pour aller au-delà de juste du POC. À une époque, d'ailleurs, la French Tech parlait du nombre de POC réalisés en moyenne par start-up, etc. Et je pense que la volonté de tout le monde, c'est d'aller bien au-delà, en fait, des POC. Est-ce que, Omar Pierre, justement, je pense que vous devez avoir des témoignages et des retours d'expérience, justement, sur ces thématiques, sur les collaborations? Oui, alors, dans les grands groupes, et c'est pas toujours évident à faire, les gens qui ont eu des succès, ou qui sortent d'un succès, sont souvent des gens sur lesquels on peut compter pour être ces champions, ces sponsors d'une nouvelle collaboration. Pourquoi ? Ils ont démontré qu'ils savaient faire les choses, hein, donc ils ont eu du succès. Alors on va pas dire que c'est que de la chance, hein, mais souvent c'est des gens qui sont compétents, surtout dans un grand groupe. Deuxièmement, c'est des gens qui vont chercher à faire autre chose et qui vont chercher à renouveler ce succès, ou en tout cas à aller vers une prochaine étape. Et donc je pense que d'une façon intelligente pour un grand groupe, d'enlever, alors peut-être on peut lui demander à la personne de faire un deuxième succès, hein, c'est possible aussi, mais d'enlever ces personnes une fois qu'ils en ont eu un ou deux et de les mettre champions, sponsors d'une relation avec une start-up, ça va aider parce qu'ils vont être à la fois à la recherche de quelque chose de nouveau et ils vont être très écoutés au sein du groupe. Parce qu'ils ont rapporté du chiffre. Hein. À la fin, un succès, c'est ça, hein, dans une entreprise. Donc, allez chercher ces personnes-là, quand vous êtes un grand groupe. Quand vous êtes une start-up, allez identifier ces personnes-là. Et qu'un produit a eu un succès fou sur le marché, qui est le chef de produit derrière, qui ont été les décisionnaires, pour aller leur pitcher à eux, et peut-être pas forcément à la branche Open Innovation du groupe. Allez d'abord pitcher à quelqu'un qui a eu ce succès pour qu'après, ils deviennent votre champion en disant vous arrivez à l'Open Innovation en disant ah oui il y a Marianne machin qui a fait ça et qui nous soutient dans cette initiative, vous pouvez lui parler. Je pense que c'est très important, encore une fois ça revient à une relation. Après on peut aller taper très haut et aller parler au grand patron du groupe, si lui est convaincu il va se passer quelque chose, ça c'est sûr et certain. Ça va aller beaucoup plus vite pour accélérer les collaborations, pour faire plein de choses, parce que groupe américain ou groupe français, il y a quand même une petite influence en tout cas du patron du groupe. Donc c'est des choses, il faut bien, c'est du travail en amont. Comme le disait Thomas, travailler à une stratégie, en fait, c'est ce que tu proposes avec tes blocs de contrats. C'est une vraie stratégie en se disant comment est-ce qu'on va travailler là. Et ça, c'est là où nous, en fait, des gens qui ont un peu de bouteille avec des cheveux gris, qui vont travailler dans des grands groupes et qui aujourd'hui donnent beaucoup aux startups, aux entrepreneurs, parce qu'on aurait adoré, enfin moi j'aurais adoré quand j'étais gamin et que je montais ma boîte, avoir des gens qui viennent me dire tiens, on va faire ci, alors on appelle ça des conseillers, des gens qui viennent au board, des advisors, on appelle ça ce qu'on veut, mais des gens qui sont là pour donner et aider, ouvrir leur réseau, c'est super important, et venir mettre un petit peu l'ordre et questionner en disant bah oui, attention là tu vas un petit peu trop vite, réfléchis à comment tu vas aller séduire en fait ce grand groupe, comment tu vas aller leur proposer quelque chose qui va être attractif et maximiser les chances de succès. Effectivement, l'écosystème évolue un petit peu dans cette direction. Hein. Maintenant, on parle de chasser en meute. Ce soir même, il y a la soirée Tech Transition de la French Tech, où justement l'objectif est de réunir tout l'écosystème pour créer de la synergie et pour permettre de partager les réseaux en fait et de créer des connexions. Alors, on arrive presque sur la fin de la table ronde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle. S'il y a des gens qui ont des questions, je peux la répéter au micro. Oui. Ah, il va falloir parler fort et je la répéterai dans le micro. D'accord. Alors, la question dans le public est est-ce qu'il faut avoir une cellule ou un service dédié entre guillemets dans une entreprise, dans un grand groupe, pour justement pouvoir collaborer avec des startups? Alors je sais pas, je vais poser la question au grand groupe ici présent. Nous avons un département dédié, que ce soit chez Harmonie Mutuelle ou Groupe Vive, dédié à l'innovation, donc qui est en avant-garde sur l'observation de tous les phénomènes qui se passent, toutes les startups, toutes les petites pépites, toutes les innovations technologiques liées à nos métiers et au-delà. Donc on a des personnes
et je crois que vous êtes assis à côté d'une d'entre elles, me semble-t-il, voilà, ou non, juste devant vous, allez, qui fait partie du service innovation, donc qui est en veille permanente sur les nouvelles technologies, les startups et cet environnement-là. Donc je répondrai oui sur le coup. Oui, mais après l'influence de la direction en général, elle est, en tout cas pour un grand groupe, elle est stratégiquement importante. C'est quand même la direction générale du groupe qui donne la grande tendance, la grande influence sur les grandes intentions. Et après, un dernier point, c'est la temporalité. On en a parlé, mais je crois que nous, par exemple, dans le moment, là, si une start-up nous contacte maintenant, là, je suis peu attentif parce que je suis préoccupé par la fin de l'année, par le business, par les recrutements, par tous les sujets de la vie d'une entreprise classique, qu'on soit petite ou grand groupe. Et donc parfois, la temporalité, le moment, parfois, n'est pas le super bon. Et c'est tout le paradoxe parce qu'à la fois, on est préoccupé par nos sujets du quotidien, en fait, notre business model, et à la fois, on est toujours en veille d'innovation. Mais parfois, le curseur des priorités se déplace légèrement. Mais pour un groupe comme le nôtre, l'innovation est toujours le fil rouge conducteur. Mais parfois, avec plus ou moins d'intensité. Voilà. Et c'est aussi la vraie vie d'une entreprise et d'un groupe. Tout à fait. Est-ce que Thomas, vous avez, enfin, je vous vois un peu à table ronde, est-ce que vous avez vu déjà des différences de collaboration justement avec des entreprises qui ont un service dédié ou pas? Souvent, on essaie de fuir parfois des services dédiés à la communication pour aller plutôt vers les métiers. Je ne sais pas, quel est votre retour? Alors nous, on est passé par différentes portes, vu le nombre de grands groupes avec qui on travaille. Des fois, c'est par la cellule innovation, Open Innovation, donc ils font des pitchs où ils captent des startups selon les problèmes de l'entreprise, et donc après on présente au métier. En fait, ça c'est un vecteur qui marche très bien. Il y a aussi en fait directement le métier lui-même, parce que le problème c'est que ces personnes-là en fait sont sursollicitées. Et quand on arrive par la petite porte en disant toc toc, en fait moi je suis une start-up et je bosse avec vous, en fait soit ils n'ont pas le temps, ou soit en fait le problème qu'on résout ne lui parle pas, parce que lui-même en fait ne va pas avoir tous les métiers de l'entreprise et se dire bah là je sais qu'il y a un problème. Je pense que ce qui serait intéressant, ça serait que cette cellule-là, c'est essentiel qu'elle existe, mais qu'elle accompagne les métiers en fait à eux-mêmes évoluer en fait dans la manière de pouvoir discuter et de parler avec une start-up. Pas juste avoir une cellule parce que ça va devenir un goulot d'étranglement, mais que toute l'entreprise soit amenée en fait à pouvoir discuter avec une start-up. Alors je voulais rebondir en fait sur un aspect qui est très intéressant, qui est celui des appels d'offres. Souvent, donc, c'est mené par les achats, et c'est très bien qu'il y en ait, parce que nous, en tant que start-up, on se dit, bah tiens, il y a un grand groupe qui a un besoin, il fait un appel d'offres, donc derrière, en fait, il y a du budget, derrière, on va pouvoir collaborer, il faut que j'y réponde. Mais souvent, en fait, ces appels d'offres ne sont pas forcément transparents, et ce sont des appels d'offres qui sont dans le même cahier des charges, en fait, ou la manière de faire qu'un grand groupe. Donc, on va passer des jours et des jours à remplir des matrices, à remplir, en fait, des documents. Donc ça, c'est assez coûteux pour une start-up, genre qui n'est pas organisée pour ça, et pour qu'après on lui dise en fait on ne te prend pas. Et quand on demande pourquoi, parce que on fait une règle très simple, plus cher, moins cher, on enlève. J'étais le moins cher, dommage. Ou une autre règle qui est les sociétés de moins de 3 ans on ne prend pas. Dommage. Il faut augmenter vos tarifs. Non, mais c'est un exemple en fait, où l'âge de l'entreprise, en fait, ça fait partie des vraies règles d'achat, ou le CA de l'entreprise. Donc toutes ces choses qu'on demande aux boîtes, mais c'est pas forcément transparent. Donc la start-up va dépenser X jours pour répondre à l'appel d'offres, pour après voir qu'elle a refusé, alors que peut-être que de dire là il y a un appel d'offres, start-up compatible, et de dire que si c'est start-up compatible, le CR n'en prend pas compte, la tête de l'entreprise n'en prend pas compte. Ce qu'on va prendre compte, c'est la réponse technique. Est-ce qu'elle répond ou pas aux besoins? Tout à fait, c'est une bonne remarque, parce que sur les marchés publics, il y a toujours les critères d'éligibilité et les critères de sélection. Est-ce que justement, chez EasyMile, Viviane, vous avez pu bénéficier justement peut-être d'opportunités pour collaborer plus facilement du fait des marchés publics quand même? Oui, alors je suis pas complètement concentrée sur l'avant-vente, mais j'imagine que oui, il y a des opportunités, notamment quand on est sur un marché public français qui du coup met en avant des startups françaises. Il y en a plusieurs. Par contre, non.
Non, mais c'était juste de savoir, en fait, effectivement, moi je trouve ça assez, la transparence de l'État quand il y a des appels d'offres, c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que sur les grands groupes, moi j'étais start-upper, je l'ai vécu, parfois effectivement on n'a pas les règles du jeu qu'il y a derrière l'appel d'offres, et effectivement on investit du temps, de l'énergie, sans forcément avoir de retour sur investissement, parce que effectivement à la fin on nous dit vous êtes trop petit, et du coup vous n'êtes pas éligible. Alors, je crois que Frédéric avait une remarque. Oui, mais en fait ce que vous expliquez avec la casquette start-up, nous, grands groupes, on répond à des appels d'offres et on est strictement dans la même analyse et la même posture. Parfois, on passe du temps à répondre à des appels d'offres très complexes, très compliqués. Et parfois ça marche pas. Alors est-ce que c'est comment c'est, mais on est strictement dans la même posture. Et donc voilà, c'était pour vous dire que on est strictement, voilà, c'est le business en fait, et ne prime que le résultat et le business au final. On est là pour faire du business au final. Je crois que la différence entre les deux, c'est surtout ce que disait Thomas, c'est les moyens qu'on a pour répondre à ce genre d'appel d'offres quand on est une start-up. Parce que effectivement, on va pas avoir une cellule d'avant-vente aussi grande et finalement, pour avoir les vrais critères d'éligibilité, il y a aussi beaucoup de réseautage, d'obtenir des informations sur les enjeux internes, enfin d'avoir d'autres biais que juste passer par la cellule innovation et avoir du coup l'appel d'offres en direct. Donc, et c'est finalement les moyens de la start-up qui vont être limitants par rapport aux moyens d'un plus gros groupe. Est-ce que Nicolas voulait rebondir aussi? Juste rebondir sur la question de la cellule innovation. Voilà, je pense que l'expérience de Thomas qui dit quand même avoir un interlocuteur qui a l'habitude de mettre en place des contrats, qui n'a pas une approche procurement pure, axée sur le coût. Moi, personnellement, de mon expérience, je pense que c'est vraiment la bonne façon d'adresser. Et je pense que voilà, tu as exprimé un besoin, un vécu, et que pour adresser ce besoin, il faut qu'il y ait des gens en face qui aient l'habitude. Je pense que c'est un vrai métier de commencer à d'identifier, et puis de mettre en place le cadre contractuel, temporel, d'organisation, la mise en contact, que ce soit avec la direction générale ou avec d'autres sponsors. Je pense que pour moi, c'est vraiment un métier qui est dédié à une cellule indépendante pour gérer l'innovation. Et tu vois, d'après ton expérience, je pense que vraiment c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui pour aider les grands groupes à travailler et à créer les conditions nécessaires aux startups pour collaborer. Voilà. Alors on a peut-être encore quelques minutes pour une autre question. Merci beaucoup pour la première question qui était très intéressante. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question pour nos invités? Pas forcément, on est à 3 minutes de la fin. Alors j'aimerais bien avoir ton avis, Marc-Pierre, sur toutes nos discussions, un petit peu s'il y avait des conseils de l'Amérique, qui quand même, c'est eux qui ont inventé un peu ce concept de start-up et cette vision de la technologie, de la place de la technologie dans la société. Quels pourraient être les conseils que tu pourrais donner à tous les grands groupes et toutes les startups qui nous regardent? Le mot start-up est américain, anglais à la base, mais le mot entrepreneur, qu'on utilise aussi, est un mot français. Donc je pense qu'on a aujourd'hui une chance incroyable d'avoir un gouvernement, des entités locales, régionales, nationales qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Il y a des réseaux qui sont accessibles très facilement aux startups. Moi, je suis conseiller du commerce extérieur de la France. Les gens ne le savent pas, mais une de nos missions, c'est d'aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à se développer, à se connecter. On a accès à tous les grands groupes, en réalité. C'est assez facile parce qu'il y a des Français dans la quasi-totalité des grands groupes. Donc, on peut y aller, c'est assez simple. Il ne faut pas hésiter à demander. Ça ne coûte rien. Hein. C'est... comme on dit en américain, if you don't ask for the date, you're never going to get the date, right? Tu vois, donc si vous ne demandez pas un rendez-vous amoureux avec quelqu'un, vous ne l'aurez jamais. On est dans une jolie salle où il y a une exposition sur l'amour dans le fond. Pour les gens qui sont en ligne, vous ne le voyez pas. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans une relation de séduction, de business. On parlait de relation avec les gens, on parlait d'être transparent, on parlait d'aller développer les choses ensemble. Il faut créer cette relation entre l'entreprise enfin, la grande entreprise et la start-up. Et la start-up, c'est le challenger, c'est quelqu'un qui est nouveau, qui vient apporter des choses intéressantes, sachant que derrière, il y a tout un historique, il y a des process qui sont beaucoup plus compliqués, il y a des façons d'ouvrir les portes qui ne sont pas les mêmes en fonction de qui on parle. La meilleure des appels d'offres, c'est celle que vous avez designée pour votre client. En général, quand on met une appel d'offres sur le terrain et qu'elle a été déjà designée, que vous étiez déjà à l'intérieur du process et qu'elle arrive sur le marché, elle est designée pour vous. Donc c'est beaucoup plus simple d'y répondre. Donc, et c'est des process de grands groupes. Donc pour les startups, il y a à apprendre aussi à se connecter, à s'intéresser. Alors je comprends que ça prend du temps,
qui a beaucoup de choses à faire. Viviane, elle doit s'occuper des outils de simulation, donc elle ne peut pas non plus répondre au commercial qui va l'embêter toutes les 5 minutes en disant « Eh ouais, mais attends, j'ai une super appel d'offres, là, tu vas voir, ça va être génial, ça peut rapporter 10 navettes. » Et oui, ok, d'accord, mais il faut aussi juger, il faut être raisonnable, il faut y aller. Je pense que l'approche de Thomas est très intéressante sur, ok, il faut avoir des blogs, des transparences, des choses comme ça, mais c'est la vie du business, comme le rappelait Frédéric, qu'on soit un grand groupe, un petit groupe, ça reste aujourd'hui une relation à construire. Après, on peut tout plaquer, puis aller faire des charcuteries végétales, et puis ça se passe très bien aussi. Donc si je résume du coup de l'amour, de l'innovation, du business. Moi j'appelle ça l'innovation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer les gens à innover, on peut qu'enrichir, qu'aider des gens qui sont passionnés à faire quelque chose. Et donc le mot innovation, j'ai entendu tellement dans des grands groupes, il faut innover, on va lancer un département innovation. On ne peut pas forcer les gens à innover, on ne peut pas forcer les gens à chercher des choses différentes. Par contre, on peut aider alors les gens à faire du sport, ça c'est une très bonne initiative, ça se fait beaucoup aux États-Unis. On nous offre nos abonnements à la salle de gym, à Peloton, on a tous des petits capteurs qui nous ont été offerts par les entreprises, c'est parfait. Ils n'ont pas accès aux données, hein, vous inquiétez pas, il y a les mêmes types de sécurité qu'on peut avoir ici. Ça, c'est bien. Mais on peut aider les gens à être passionnés de leur sujet. Alors, sous différentes façons, Google le fait en allouant 25% du temps de ses employés à la recherche. Alors, c'est peut-être 10 maintenant, parce qu'ils sont devenus raisonnables. Quand on va chez Google, on les voit beaucoup jouer au ping-pong. Alors, je ne sais pas si c'est de la recherche ou pas. Excusez-moi, les amis de chez Google, je vous embrasse. Mais il y a ce côté où comment est-ce qu'on peut être passionné par un projet? Parce que les seuls projets qui sont vraiment des succès, c'est les projets où il y a la passion, de l'énergie. On peut dire de l'amour, mais ce n'est pas le vrai mot. Mais vraiment cette passion. Et encore une fois, l'innovation, c'est un joli terme qui permet de regrouper les deux. C'est ce que beaucoup de grands groupes devaient faire. Et beaucoup de startups le font déjà. C'est leur passion à innover. Merci beaucoup. Effectivement, on est passé de la collaboration à la passion. Et je pense que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Marc-Pierre. Merci Nicolas, merci Viviane, merci Thomas, merci Frédéric pour vos partages d'expérience. Merci à tout le public en présentiel et en live pour cette table ronde. J'espère qu'on a éclairé un petit peu votre connaissance de l'open innovation. La journée continue donc en partenariat avec la French Tech jusqu'à ce soir, jusqu'à la soirée Tech Transition. Et donc dans cette salle juste après, on enchaîne avec des tables rondes sur le financement justement des startups. Et on vous invite à rester. Merci beaucoup à tous.